Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Au championnat d'athlétisme, formidable performance des Français. De l'or pour Christine Aron et son équipe championne du 4 x 100 mètres. De l'argent pour le 4 x 100 mètres messieurs et du bronze. Galfionne, 3e à la perche. Politique avec les universités d'été pour la première fois, celle du Parti communiste dans le Var, et à Perpignan, le mouvement des citoyens réunis autour de Jean-Pierre Chevènement, qui est l'invité de ce journal. La France et l'Iran renouent le fil du dialogue avec la visite d'Hubert Védrine à Téhéran. C'est la première fois depuis 7 ans qu'un chef de la diplomatie française se rend en Iran. Cinéma avec la sortie cette semaine de À vendre, un film signé Laetitia Masson, interprété magistralement par Sandrine Kiberlin. Toutes les deux sont nos invitées. Ouvrons ce journal avec l'éclatante performance des athlètes français au championnat d'athlétisme de Budapest. De l'or, de l'argent et du bronze, rien que ça. Tout de suite, l'envolée des Françaises dans le relais 4 x 100 mètres avec Christine Aron. Et puis la médaille de bronze pour Jean Galfionne qui espérait sans doute mieux. Laurent-Frédéric Bollet, Jean-Marc Sursin. Une fois de plus, les filles du sprint nous ont joué un sacré numéro. Médaille d'or au 4 x 100 mètres, Frédéric Banguet, Christine Aron, Katia Bent, Sylviane Félix. C'est un triomphe collectif à 4 et même à 6 puisque l'on s'entraîne toujours à plusieurs. Même les dirigeants en pleurent. Ça m'embête d'être un peu comme ça, quoi. Mais bon, c'est super, je suis heureux. On va l'arroser, puis bon, on va dire merci aux filles parce qu'on vient de loin, quoi. Elles se sont arrachées, quoi. Budapest, 18h20. Katia Bent au départ, c'est à elle que revient l'honneur d'ouvrir les débats. Jamais la France n'a obtenu une médaille d'or dans cette discipline lors des 16 précédents championnats d'Europe. Le relais, cette épreuve belle et ingrate avec un bâton de bois comme seul témoin, comme empêcheur de courir en rond. Bent pour Banguet, c'est bon, mais attention aux Russes et aux Allemandes. À la mi-course, ce sont effectivement les Russes qui semblent en tête. Banguet a transmis à Félix et c'est alors que l'on va vivre un moment exceptionnel de sport. Christine Aron est la dernière relayeuse et elle va faire la plus belle course de sa vie. Quand elle prend le témoin, elle est en retard, et largement. Privalova est devant, a priori c'est fini. Et puis soudain, incroyable mais vrai, Aron la magnifique, c'est un festival de vitesse. Le Népstadion de Budapest est médusé. Aron, irrésistible, qui gagne presque à elle toute seule ce relais et qui obtient sa 2e médaille d'or personnelle. Oh, elle était cherchée à l'extra, cette fille. Oh là là, oh, c'est pas vrai, les potes. Ça, c'est de l'aventure, hein. Ça, c'est de l'aventure. Oh, c'est affreux. Et ça n'est pas tout. Il n'y a pas que les filles au relais 4 x 100. Les garçons ont aussi de l'énergie à revendre. Thierry Lubin, Frédéric Kranz, Christophe Cheval et Nili Gims, 4 garçons dans le vent qui s'en vont offrir une médaille d'argent à la France. Une superbe performance, espérée plus qu'attendue. Les sprinteurs français avaient aujourd'hui des ailes. Et ça n'est toujours pas tout. Prêt, 7 septembre, il y va. Il y va. Il y va vers la médaille de bronze. Maurice Houbion glane une nouvelle médaille, cette fois encore par l'intermédiaire de Jean Galfionne. 5,76 m franchis au premier essai, c'est suffisant pour accrocher donc le bronze. Le Parisien est au rendez-vous de Budapest et l'équipe de France enfin qui retrouve des couleurs. Et avec nous en direct, Christine Aron, Katia Bent, Frédéric Banguet et Sylviane Félix. Bravo à toutes les 4. Lionel Jospin, pour sa part, vous félicite également. Alors Christine Aron, il fallait vraiment y croire à cette victoire. Vous l'avez emportée à l'arraché. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, nous avons un petit problème de liaison. J'espère qu'elle va être rétablie. Christine Aron, est-ce que vous m'entendez? C'est difficile, la liaison avec Budapest est un peu compliquée. Est-ce que Christine Aron m'entend? Apparemment non. Je fais une dernière tentative. Christine Aron? Non. La liaison est difficile. J'espère que nous retrouverons les 4 Françaises un peu plus tard dans le cours de ce journal. En Italie, la superstar du football brésilien, Ronaldo, a été entendu ce matin à Turin, un interrogatoire dans le bureau du procureur qui enquête sur des affaires de dopage. Vincent Fourcade.
À son tour, Ronaldo a dû s'expliquer devant le juge turinois. Ce matin, 2 heures durant, l'attaquant brésilien de l'Inter de Milan a été entendu au sujet des affaires de dopage qui toucheraient l'ensemble du football italien. À sa sortie vers midi, Ronaldo s'engouffre dans une voiture de l'Inter de Milan, la conscience tranquille. À l'Inter, nous sommes tranquilles. Sur la Juventus, je ne peux pas répondre. Je ne peux rien dire, mais je suis certain que je peux apporter mon aide. Ils font bien enquêter parce qu'il faut savoir ce qui se passe. Au même moment, dans les locaux du comité olympique italien qui mène sa propre enquête, Paolo Maldini du Milan AC et Cesare, son père, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale, doivent répondre à des questions plus précises sur l'emploi de créatine, un stimulant musculaire au sein même de la squadra azzurra. Après son audition, Paolo Maldini n'a rien perdu de son humour. Moi, je n'utilise pas de créatine, j'ai l'estomac bien trop délicat. Il y a 3 semaines, l'entraîneur de l'AS Roma lançait son pavé dans la mare. Et aujourd'hui, c'est bien l'ensemble du football italien qui est dans le collimateur. Cette journée de samedi marquée sur les routes par une vague de retour, une journée classée rouge en province, des difficultés éparses selon les régions, avec de nombreux embouteillages concentrés essentiellement dans la région de Bordeaux, des dizaines de kilomètres de bouchons qu'a parcouru David Bazier. Gris comme l'été qui s'en va, rouge comme un retour de vacances sur une autoroute loin de la plage. C'était bien le vélo cet été, hein? N'est-ce pas, oui. Très bien. Du gris, de la pluie et 40 km de bouchons sur la 10 près de Bordeaux. Difficile de faire plus triste, quoi qu'on puisse toujours trouver pire. Un petit fusible. C'est un petit fusible que je ne connais pas. Il faut connaître un petit peu dans la mécanique. Bon, il n'y a personne qui peut me dépanner, donc je crois que je vais faire appel à l'assistance pour me dépanner. C'est la seule solution. Comment ils vont arriver jusqu'ici? Ils vont arriver. Bon, je paye pour ça. Hein, ils vont arriver. Il y a des bouchons? Il y a des bouchons. Voilà, effectivement, il y a des bouchons. On doit patienter. Je dois attendre. Voilà, je dois attendre. Il faut avoir de la patience. De la patience, il en a fallu déjà pour arriver sur le lieu de vacances. Il en faut encore pour retourner chez soi. 1h30 aujourd'hui pour traverser l'agglomération bordelaise. C'est pénible, 1h30, c'est comme ça, là, 1h30 pour faire, je sais pas, combien en première, pour faire, je sais pas, on a fait 30 bornes, je crois. C'est pénible. Le seul qui pourrait être heureux dans l'histoire, c'est le gérant de cette station-service, mais même pas. On sert de parking, les toilettes, le machin, donc on se sent un peu envahi, ouais, effectivement. Ouais, pour les affaires, c'est bien ça. Oui, c'est pas mal, heureusement, ouais. Heureusement qu'il y a les affaires, non, c'est bien. Mais si vous voulez, c'est vrai que c'est un peu trop d'un seul coup, quoi. Ce serait mieux un peu plus haché. Heureusement que le bonheur est partout, même dans les embouteillages. On continue. On va sur la Bretagne. Voilà. Toujours en vacances alors? Toujours en vacances. Et pour les autres, il était toujours possible de rêver aux prochaines vacances, même au bord d'une autoroute. Et puis circulation très ralentie en Midi-Pyrénées, notamment dans les départements de l'Ariège, de l'Aveyron et du Lot. La prudence est de mise. La pluie a accompagné les retours sur une partie de la France. Quant à la vallée du Rhône, généralement très embouteillée, les voitures roulaient au pas, mais pas de bouchons insurmontables comme on pouvait s'y attendre. Et puis enfin, sur l'autoroute A6 entre Beaune et Pouilly-en-Auxois, un violent carambolage d'une quarantaine de voitures a fait 13 blessés, dont 2 graves. L'autoroute a été fermée pendant près d'1 heure. Pour sa première université d'été, le Parti communiste réunit ses militants à la Seyne-sur-Mer dans le Var. On est loin de l'ambiance de la fête de l'UMA. Ici, les sympathisants ont décidé dès hier d'interroger les leaders sur les choix qu'ils contestent. Pour sa part, Robert Rue a déjà annoncé qu'il ferait une petite autocritique dimanche. L'ambiance sur place est à la radicalisation. Françoise David, Michel Levasseur. Le Foch, qui va rester en service jusqu'à... Visite guidée de la rade de Toulon. Mais les passagers de ce bateau-là ne sont pas de simples touristes, tous sont des militants communistes. Et tous ont le cœur un peu serré en passant devant les chantiers navals de la Seyne-sur-Mer, aujourd'hui désertés. D'autres suppressions d'emplois sont encore à prévoir dans les arsenaux, et pour certains, c'est inacceptable. Je ne peux plus supporter qu'un gouvernement de gauche, et on continue de voir des licenciements, on continue de voir l'aggravation de la situation sociale pour les gens. Même s'il y a quelques mesures qui sont positives, mais quand même dans l'ensemble, on est loin de ce qu'il faut.
Le compte donc n'y est pas et bon nombre de militants communistes ont profité de la première université d'été de leur parti pour le dire. Une rentrée anticipée donc, une semaine avant celle du Parti socialiste. Histoire peut-être que Lionel Jospin entende bien ce que les communistes pensent, notamment à propos de la construction européenne et de la ratification du traité d'Amsterdam. J'ai l'impression quand même qu'on a déserté le terrain des luttes sur l'Europe et moi ça me pose problème. Dans l'état actuel des choses, je pense qu'un revirement plus à gauche serait bienvenu avant qu'il ne soit trop tard, quoi. Comme ça l'a été en 81, quoi. Robert Russe affirme bien conscient des interrogations qui traversent son parti. Il les juge d'ailleurs normales. Il y a quelques jours, le dirigeant communiste annonçait que son discours allait être plus radical. Les militants jugeront sur pièce demain. Et puis c'est à Perpignan que le mouvement des citoyens réunissait aujourd'hui et demain son université d'été, un mouvement qui ne compte que 4000 adhérents, emmené, il est vrai, par la forte personnalité de Jean-Pierre Chevènement, président du mouvement et ministre de l'Intérieur. Alban Mikosi, Alice Bétulard. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Salut, ça va? Comme un général passerait ses troupes en revue, sans doute un souvenir des années passées au ministère de la Défense. Jean-Pierre Chevènement est ici à Perpignan presque en famille. Le mouvement des citoyens ne revendique que 4000 adhérents et un seul leader autour duquel tous font corps dans les batailles difficiles, comme la gestion du dossier des sans-papiers. Le seul parti qui est vraiment le souhait de mettre en place et de mettre en avant les valeurs de la République aujourd'hui, c'est le MDC. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas de langue de bois au mouvement des citoyens et que la République demande de la rigueur. Petit bataillon, certes, mais grande détermination lorsqu'il s'agit par exemple du traité d'Amsterdam. Bien que membre de la majorité plurielle, le MDC fait alors entendre sa musique. Quand il s'agit de déléguer des pans entiers de la souveraineté nationale, et là il s'agit du droit d'aller et venir, de l'immigration, de la sécurité publique, franchement, c'est pas une petite affaire. Et se contenter d'un vote en catimini du Parlement à Versailles, non. Nous demandons donc un référendum. C'est des spécialités catalanes qui remontent au Moyen-Âge. Bon, on est venu pour philosopher, et ensuite on mangera. L'ambiance est donc détendue estivale, mais le MDC est confronté à une équation délicate, assurer sa pérennité tout en conservant son indépendance, et à Jean-Pierre Chevènement, sa liberté de parole. Bien justement, en direct de Perpignan, nous retrouvons Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. On connaît votre franchise et votre franc-parler. Alors d'un mot, si vous le voulez bien, revenons sur les frappes américaines. Vous condamnez ou vous ne condamnez pas cette riposte? Je condamne d'abord des actes terroristes aveugles. Maintenant, je m'interroge sur le caractère approprié de la riposte. Nous n'avons pas de preuve que les cibles étaient, au moins au Soudan, des cibles de nature terroriste. Et je crois que chacun peut comprendre, et en particulier moi dans les fonctions qui sont les miennes, que les rapports avec le monde arabo-musulman doivent être traités avec un esprit de justice. Je crois que les Arabes doivent être traités comme des hommes à égalité. Le sentiment d'une justice à deux vitesses est un sentiment qui nourrit des gestes qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. Et je crois que dans une affaire comme celle-là, il aurait été bon que nous soyons mieux informés que ça n'a été le cas. Alors sur cette affaire, justement, l'Europe n'a pas parlé d'une seule voix. Vous êtes très loin de la position de Tony Blair et vous semblez aller beaucoup plus loin que celle adoptée par Lionel Jospin. Écoutez, la position de Tony Blair, elle consiste à soutenir inconditionnellement les États-Unis. Mais celle du Premier ministre? Eh bien, il a rappelé qu'il y avait des règles de droit international, et je pense qu'il est bon que la France puisse s'exprimer clairement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le thème de notre université d'été, le thème de l'université d'été du mouvement des citoyens est la France. Nous pensons que quand la France s'exprime clairement, elle peut par exemple éviter une nouvelle guerre en Irak, ça a été le cas en février dernier. Elle peut rassembler autour d'elle un certain nombre de nations en Europe et ailleurs, pour peser dans la bonne direction. Mais à vous écouter, la France s'exprime avec différentes voix et plusieurs voix, dont la vôtre qui est quelque peu dissonante par rapport au communiqué de l'Élysée ou de Matignon. Je n'ai pas le sentiment, non. Évidemment, je ne prétends pas exprimer la position officielle, mais enfin ce que je dis peut être compris. Vous restez avec nous, Monsieur Chevènement. Je voudrais en venir maintenant à l'anniversaire demain des 2 ans de l'occupation par les sans-papiers de l'église Saint-Bernard. À la veille des différentes manifestations, nous avons voulu savoir ce qu'étaient devenus certains de ces sans-papiers. L'exemple de ces personnes, l'une a été régularisée, l'autre pas. Émilie Lançon, Luc Bachofen. Magou est une ancienne de Saint-Bernard.
Elle a été régularisée il y a 2 ans, juste après l'évacuation de l'église. À 22 ans, Megou fait des ménages et son mari tient la planche dans un restaurant. Tous deux ont des fiches de paye et leurs enfants vont à l'école. Ils vivent à 4 dans une même pièce, ici, dans un immeuble du 10e arrondissement, occupé depuis 1 an par le collectif Saint-Bernard. Si tout n'est pas facile, avoir des papiers a changé leur vie. Ça change beaucoup de choses. Même, on peut se promener. Ça, c'est quelque chose que ça savent ça. Parce que ici, tous les endroits que tu pars, c'est ça les papiers qui demandent. Même pour inscrire les enfants à l'école, ils demandent les papiers. Si tu n'as pas de papiers, tes enfants ne vont pas aller à l'école. Sur les 300 sans-papiers qui avaient investi Saint-Bernard, 17 n'ont pas été régularisés. Diagui fait partie de ceux-là. Il est frappé d'une interdiction de territoire et son dossier est l'un des plus compliqués. Marié et père d'un enfant né en France, il a été expulsé au Mali après Saint-Bernard. Moi, ils m'ont expulsé. Et ma femme, elle est restée là avec mon enfant. Et puis pendant 6 mois, j'étais là-bas. Et puis les familles, ils ont envoyé ma femme et mon enfant en Afrique. Et puis moi, je suis revenu encore là. Mais je suis là jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore régularisé. Ceux qui ont été régularisés comme Condé aident les autres, comme à l'origine du mouvement, le mot d'ordre reste des papiers pour tous. On a toujours dit que tant qu'il reste un sans-papier de Saint-Bernard qui n'a pas été régularisé, la lutte de Saint-Bernard, ça continue. S'ils veulent que la lutte de Saint-Bernard s'arrête, ils régularisent tous les sans-papiers de Saint-Bernard, et en ce moment-là, on n'en parle plus. Jokunda est une enfant de Saint-Bernard. Elle est née le 17 août, 6 jours avant l'expulsion de l'église. Pour être française, à l'âge de 13 ans, elle devra faire une demande de nationalité. Et Jean-Pierre Chevènement, précisément sur cette question globale des sans-papiers, on a le sentiment que votre détermination a fléchi, une première circulaire, puis une deuxième cette semaine pour assouplir les modalités de régularisation. Au fond, sans vraiment le dire, est-ce que vous n'êtes pas sur la voie d'une régularisation globale ? Non, je pense que ce serait se méprendre. La position du gouvernement, c'est de maintenir les critères de la circulaire du 24 juin 1997, c'est-à-dire régulariser quand il y a des liens de famille ou quand il y a une bonne intégration à la société française. Alors à partir de là, il y a des précisions qu'on doit apporter et il y a certains assouplissements, notamment sur la durée continue ou non du séjour régulier de 6 mois qui était exigé comme indice de bonne insertion, preuve de bonne volonté. Si vous voulez, voilà, très concrètement, ce sont des précisions. Alors, je voudrais quand même dire une chose, c'est que le deuxième cas relève de la justice, celui que vous avez montré. Une interdiction du territoire est prononcée par les tribunaux. Alors, sur des motifs qui demanderaient à être examinés, moi je ne peux pas répondre. Seul un tribunal peut prononcer un relevé de la condamnation, un relèvement plus exactement de la condamnation dont a fait l'objet la personne qui s'est exprimée. Mais chacun comprend bien que ce n'est pas seulement le solde des 60 000 déboutés de la circulaire qui est en jeu, ce sont des flux migratoires puissants qui peuvent concerner des centaines de milliers de migrants dans le monde où nous vivons. Et que s'il y a des cas personnels qui sont toujours émouvants, ceux qui établissent les règles qui sont nécessaires doivent se fonder sur l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est peut-être difficile à faire comprendre, mais c'est le rôle du ministère de l'Intérieur que d'expliquer qu'il faut qu'il y ait une règle et que les 300 000 visiteurs étrangers qui arrivent chaque jour en France n'ont pas par cela même le droit de s'installer durablement sur notre territoire. Ils ont une durée de séjour qui correspond à celle de leur visa. C'est donc concrètement le message que vous adressez ce soir à ceux qui vont manifester demain. Alors peut-être une dernière question, mais très pragmatique, avec des chiffres à l'appui. On sait qu'il y a à peu près plus de 70 000 qui ont été régularisés. Il en reste autant. Combien seront repêchés avec vos nouvelles directives? Réponse en chiffres si possible. Eh bien justement, je ne peux pas vous donner de réponse en chiffres. Il y a 75 000 régularisations qui sont intervenues, il y a 62 000 déboutés, il y a 7 500 dossiers qui restent à examiner, d'autres ont fait l'objet de recours qui sont examinés à la lumière des critères précisés. Maintenant, si je vous donnais un chiffre, ça ferait perdre tout sens à la démarche du gouvernement.
Je ne peux pas vous donner une estimation. Disons que nous nous efforçons d'établir une règle. Nous sommes dans un état de droit, une règle juste mais ferme et qui correspond à l'intérêt général du pays. Je dirais que nous devons être capables de proportionner l'admission au séjour à nos capacités d'intégration. Disons que vous voyez bien qu'en France, il y a beaucoup plus que 3 millions de chômeurs en réalité. Vous voyez bien la situation qui règne dans certains de nos quartiers, dans certaines de nos villes. Donc naturellement, aucun gouvernement n'a pu faire l'économie et ne fera jamais l'économie d'une politique de maîtrise des flux migratoires. Je crois que c'est l'intérêt général. Il faut l'expliquer, il faut le faire comprendre. Merci Monsieur Chevènement d'avoir répondu à nos questions. Ce sondage IFOP, journal du dimanche, qui indique que la popularité du chef de l'État et du Premier ministre atteint son niveau record depuis leur entrée en fonction. 62% des Français satisfaits de Jacques Chirac contre 59% en juillet. De son côté, avec 63% d'opinion positive, la popularité de Lionel Jospin gagne encore 4 points par rapport au mois précédent. Améliorer les relations entre la France et l'Iran et reprendre le dialogue, tels sont les objectifs affichés du voyage à Téhéran d'Hubert Védrine, le premier chef de la diplomatie française à s'être rendu en Iran depuis 7 ans. La question des droits de l'homme était abordée dès ce matin. Sur place, Gérard Guesbec, Jean-François Renaud. Le tchador et la modernité. Une tenue islamique pour une femme pressée. Bien sûr, il y a toujours les portraits de Khomeini et de son successeur, l'ayatollah Khamenei. Mais la façon de porter le foulard montre bien que la société bouge. Des femmes qui se couvrent de ce grand manteau, mais dont on aperçoit le Lewis et les baskets, comme dans toutes les grandes villes du monde. La révolution islamique a presque 20 ans, mais elle a vieilli prématurément. Aujourd'hui, la crise économique est visible. 17% d'inflation. L'Iran vit surtout grâce à son pétrole, dont le prix a baissé. Alors, le panier de la ménagère s'en ressent. C'est clair que les fruits et légumes sont plus chers qu'avant. Et c'est difficile d'acheter avec ce que vous gagnez? Oui, beaucoup. Dans ces conditions, la visite du ministre français à Téhéran arrive au bon moment, puisque la France comme l'Iran voudraient reprendre des relations économiques. L'Iran veut sortir de l'isolement et la France est intéressée par le pétrole. Mais il y a aussi les relations politiques et là, c'est plus compliqué après une brouille aussi longue. Pour preuve, lorsque l'on demande au ministre iranien des Affaires étrangères si son pays est prêt à renoncer à la condamnation à mort contre l'écrivain Salman Rushdie. Les positions des uns et des autres sont fondées sur leur culture et leurs valeurs. Et ces valeurs peuvent ne pas coïncider. Évidemment, on est encore loin d'une normalisation entre la France et l'Iran, après tant de drames entre les deux pays, puisque la France a soutenu l'Irak dans sa guerre contre l'Iran pendant 8 ans, et de son côté, l'Iran organisait de nombreux attentats terroristes contre la France. De tout cela, il reste des traces, même si chacun explique qu'il faut tourner la page. Alors, à défaut d'une normalisation, pour le moment, on peut parler d'un rabibochage. À Kinshasa, 2 diplomates français ont été expulsés aujourd'hui. Une nouvelle manifestation du sentiment anti-français qui prévaut depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, comme la veille, des protestations notamment devant l'ambassade de France. Voyez le reportage de Jérôme Beny et de Patrick Deschmecker. Ce soir, il y avait 2 Français de moins à l'ambassade de France à Kinshasa. De ces employés d'ambassade qui sont les premiers à être expulsés en cas de tension. Il faut dire que les relations diplomatiques ne sont pas au beau fixe entre Paris et Kinshasa. Rien ne prouve, loin de là, que les Français aient le moindre lien avec la rébellion qui menace la ville, mais dans les rues, on nous considère comme trop complaisants vis-à-vis de ce qu'on appelle les agresseurs rwandais. Vous êtes là en train de nous embrouiller, surtout pour les Français. Les Français, nous sommes contre les Français. Nous sommes vraiment très nerveux contre les Français. Alors nous demandons au gouvernement français de nous laisser tranquilles. En bref, c'est ça. Oui, ça va. L'arrivée de Para et de Marsouin de l'autre côté du fleuve Congo n'a fait qu'inquiéter un peu plus les Kinois. Bon, il y a 500 soldats français ici à Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Dans les rues de Kinshasa, on n'a que faire des tentatives de négociation. Nous ne voulons pas des Rwandais, des Ougandais, non. Nous ne voulons pas la négociation, nous voulons la guerre. La popularité du président Kabila s'est trouvée renforcée par les réactions nationalistes face à cette rébellion perçue comme un complot de l'étranger.
Et en direct de Kinshasa, nous retrouvons Jérôme Beny. Connaît-on maintenant les raisons précises qui ont amené les autorités à expulser les 2 diplomates français, Jérôme? Oui, d'après les autorités congolaises, la raison précise semble cet incident qu'il y a eu avec un hélicoptère français, un hélicoptère Puma, qui a survolé la rivière, le Congo, entre Kinshasa et Brazzaville de l'autre côté. Et puis les hommes du côté de Kinshasa, des militaires, ont tiré sur cet hélicoptère qui est retourné à sa base avec son moteur touché. Il semblerait, d'après les autorités congolaises, que l'expulsion de ces 2 employés de l'ambassade de France soit directement liée à cet incident. Mais c'est aussi la révélation du fait qu'ici, nous sommes à Kinshasa, dans une ville relativement calme, mais en fait qui est un peu l'œil du cyclone d'un conflit qui est en train de se régionaliser, donc beaucoup de tensions dans la région. Vous savez que depuis le début de ce conflit, Laurent Désiré Kabila, le président du Congo démocratique, accuse l'Ouganda, le Rwanda de se liguer contre lui, et que depuis, il a obtenu l'aide militaire active du Zimbabwe cette semaine, et puis aujourd'hui de l'Angola. Alors, le président d'Afrique du Sud a conscience qu'il faut absolument mettre un terme de façon très urgente à cette régionalisation du conflit à toute l'Afrique centrale. Il a invité les présidents des partis des différents pays qui sont impliqués dans ce conflit, mais malheureusement, le président Kabila ainsi que ses alliés présidents du Zimbabwe et de l'Angola ont décliné cette invitation à négocier ce week-end en Afrique du Sud. Merci Jérôme Beny. 48 heures après les frappes aériennes, la mobilisation anti-américaine s'étend et le Soudan affirme qu'un avion qui aurait participé au bombardement s'est fait passer pour un avion humanitaire. Le Soudan qui a déposé un recours devant le Conseil de sécurité. Aux États-Unis, après les nouvelles menaces proférées par le milliardaire intégriste Oussama Ben Laden, la Maison-Blanche demande de bloquer toute transaction financière avec ce groupe. Dominique Derda. Petit à petit, l'Amérique se barricade. Autour du Washington Monument, ce matin, des ouvriers dressent un rempart plus symbolique qu'infranchissable. Dans la capitale, autour des ministères, à l'entrée des bâtiments publics, comme dans les aéroports américains, la sécurité est renforcée. On craint des représailles. Il faut que les Américains comprennent, dit Madeleine Albright, que nous nous sommes engagés là dans un combat de longue haleine. Nous avons déjà connu cette situation par le passé, mais c'est malheureusement la guerre du futur. Une guerre que les 79 missiles Tomahawk tirés par l'US Navy n'auront pas suffi à gagner. Selon un journal arabe publié à Londres, Oussama Ben Laden aurait réagi à l'offensive américaine en affirmant « Nous répondrons à Bill Clinton par des actes et non par des mots ». Dans les rues de Khartoum, pour la 2e journée consécutive, des dizaines de milliers de Soudanais viennent crier des slogans anti-américains. Le Soudan continue à affirmer que l'usine pharmaceutique détruite par les missiles ne fabriquait que des médicaments. Lundi, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit examiner la plainte déposée par Khartoum, qui réclame une commission d'enquête indépendante. Pour mon gouvernement, dit l'ambassadeur soudanais à l'ONU, il ne fait aucun doute que les États-Unis ont menti. Comme ils ont menti auparavant, poursuit-il en faisant allusion à l'affaire Levinsky. Et cela, le monde entier le sait. La Maison-Blanche, face à ces accusations, ne peut pour le moment demander qu'à être crue sur parole. Cette usine, dit Sandy Berger, produisait bien des composants destinés à des armes chimiques. Nous en avons entre les mains la preuve matérielle. Bill Clinton a regagné Martha's Vineyard et repris ses vacances. Satisfait, on l'imagine, de voir remonter encore sa cote de popularité aux États-Unis. Il sait cependant que la guerre qu'il vient de déclarer est loin d'être terminée. Nous repartons maintenant à Budapest. J'espère que la liaison sera meilleure. Je rejoins Laurent Frédéric Bollet. Vous m'entendez bien ? Tout à fait, Béatrice. Les petits problèmes sont résolus et Christine Aron a vraiment été très très sympa parce qu'elle nous a rejoint après cette petite interruption. Alors Christine, on a vu tout à l'heure les images, des images assez extraordinaires de sport avec cette dernière ligne droite où vous remontez la rue Privalova. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Franchement, c'était quasi surnaturel. Non, mais c'est vrai que j'étais très motivée par ce relais. Et puis la médaille, je voulais l'offrir aussi à mes copines parce qu'on a bien travaillé ensemble. Donc il y avait un bon esprit. Et puis c'est vrai qu'au départ, j'ai vu les filles tellement loin. Je me suis dit, c'est pas possible, je pourrais pas les rattraper. Mais bon, je ne me crispe pas, je reste bien placée, j'accélère. Et puis au fur et à mesure, je vois que je me rapproche d'elle. Je me dis, bon, c'est possible. Et puis là, je remets un petit coup d'accélérateur et puis ça passe. Donc j'étais vraiment super contente, quoi. J'étais vraiment motivée. C'est génial.
Alors c'est une victoire à 4, effectivement, ce relais même à 6 avec le groupe, hein, effectivement. À 6 parce que c'est vrai qu'il y a des remplaçantes qui ont joué le jeu jusqu'au bout, qui étaient à l'entraînement. Et puis à l'échauffement aussi qui nous ont accompagnés, on a fait des passages ensemble. Donc c'est vraiment une victoire avec les 6 filles. Alors c'est votre deuxième médaille d'or à vous. Vous êtes vraiment l'héroïne française de ces championnats d'Europe. C'est vrai que bon, j'ai ramené 2 médailles d'or, c'est génial, je ne pouvais pas espérer mieux, je suis vraiment comblée. Dernière question, Christine, si vous le voulez bien. Est-ce que vous aviez senti que l'équipe de France allait un petit peu mal après votre magnifique victoire de mardi dernier et qu'on avait peut-être besoin encore de vous pour remettre un dernier coup d'accélérateur pour avoir des meilleures performances lors de ces 2 derniers jours? De moi et puis des autres filles aussi, parce qu'on a vu qu'après cette médaille d'or, il y a les garçons du relais qui ont fait une seconde place, c'est génial. Donc bon, je pense qu'il reste encore quelques épreuves demain, mais j'espère que ça va motiver les autres et puis qu'ils vont se donner à fond. En tout cas, la France qui a 4 médailles ce soir, dont 2 d'or, et ce sont les vôtres. Voilà Béatrice, on était avec Christine Aron. Merci et bravo à vous Christine. Nous continuons à dérouler le fil de l'actualité sur le front des inondations en Chine. Aucune amélioration ces derniers jours. C'est la déforestation intensive d'après les autorités chinoises qui en est responsable. À Harbin, cette grande ville située dans le nord-est du pays, le niveau de l'eau continuait de monter pour dépasser de près d'1 mètre son record historique. 400 000 sauveteurs à pied d'œuvre et plus de 100 000 personnes évacuées. Voilà. Retour en France. Depuis 10 ans, les vins de Provence, grâce à des méthodes de vinification plus rigoureuses, ont gagné en qualité. Le vin provençal de Bandol est le plus prisé. C'est aussi celui dont les vendanges sont les plus précoces. Elles avaient lieu cette semaine. Jacques Cardoz, Vincent Dezombre. Première lueur de la matinée et premier coup de sécateur. Pas question d'attendre la chaleur. En Bandol, les vendanges 98 débutent dès 7 heures. Et pas question de patienter jusqu'au rougeur de septembre, car il y a urgence. Le Sauvignon, cépage blanc, parvient à maturité dès la mi-août. Pour le plus grand bonheur des vignerons. J'ai fait le dégrappage, j'ai fait les sagates, de voir les pieds de vigne et tout ça, ça me plaît. C'est le soleil matinal, c'est très agréable, et d'être dans les vignes. Sur les contreforts de la Cadière d'Azur, la cueillette est précoce. Rien d'étonnant pour ce cépage puissant et aromatique qui a ses propres exigences. Cette année, on n'est pas en avance, on a un peu une semaine de retard. C'est le temps. Et la récolte est bonne, est très bonne, et un peu une petite récolte, enfin moyenne, il ne faut pas dire petite, une moyenne récolte. Et en qualité? La qualité, elle est très super. Le domaine Bunance est une entreprise familiale. Le père et ses enfants travaillent le vin depuis leur arrivée d'Algérie en 63. Une époque où le rosé faisait trop souvent les beaux jours des ventes d'aspirine. Trop de soufre, trop de rendement. Une époque révolue car certains producteurs de Bandol aujourd'hui obtiennent de très grands résultats. Pressoir, macération, fermentation, chaque étape est ici très étudiée. Je vais surveiller la fermentation, la température de fermentation, le déroulement et la vitesse de la fermentation. Alcoolique d'abord, malolactique après. Je vais faire en sorte de débourber, je vais faire en sorte de le nettoyer, de le ranger après qu'il ait fini de faire ses fermentations, de le conserver dans de bonnes conditions pour qu'au moment de la mise en bouteille, je puisse présenter aux consommateurs un produit qui ressemble et qui reflète la qualité des raisins qui vient de rentrer. Et les papilles des consommateurs ont beaucoup évolué à l'égard de ce Bandol devenu très recherché, notamment à l'étranger. L'important pour nous, c'est que nos vins soient présents aussi un petit peu partout. C'est aussi une image de marque, ça appuie le domaine. Après, on a beaucoup de gens étrangers qui viennent ici à la cave, qui retrouvent nos vins dans les restaurants, en France, et ça fait boule de neige. Une image modifiée, un vin modernisé, et voilà certains Bandols aujourd'hui classés parmi les meilleures bouteilles de France. Voilà, monsieur. Cinéma à présent avec la sortie mercredi prochain de À vendre, film signé Laetitia Masson. Bonsoir, à vos côtés Sandrine Kiberlin, dont l'interprétation est vraiment éblouissante. J'ai le plaisir de vous recevoir toutes les deux. D'abord un extrait de ce film qui fit partie de la sélection officielle à Cannes, Un certain regard. Par contre, les trucs bizarres sans capote, jamais. Bon, quatrièmement, et ça c'est le plus important, faut pas tout mélanger. D'un côté il y a le business, et de l'autre il y a les sentiments. Comme ça t'es libre. C'est ce que tu veux, non? Qu'est-ce que tu veux? Je veux dépendre de personne et puis je crois plus aux déclarations. Mais non, mais tu vois, tu mélanges tout là. Donc t'es pas prête, déshabille-toi. J'ai pas de temps à perdre. Prends mon sac. Alors s'il était besoin de vous présenter, je dirais que votre parcours se croise à toutes les deux une nouvelle fois. En 95, vous avez joué sous sa direction En avoir ou pas. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez accepté ce rôle difficile d'une fille paumée, rebelle, sauvage.
C'est vrai que de se connaître, c'est à la fois plus rassurant et en même temps assez inquiétant, parce que est-ce qu'on va être crédible une seconde fois devant les yeux de Laetitia? C'était la question que je me posais, mais comme on s'est rencontrés dans le travail et que ça a fonctionné une première fois, j'avais vraiment confiance pour aborder ce personnage. C'est vrai, difficile. Devant elle, ça me paraissait plus facile. Donc son jugement à elle est presque plus important, j'ai l'impression, que ceux des spectateurs. C'est d'abord son jugement. Vous êtes sévère. Mais ça passe d'abord par elle, puisque c'est elle qui me filme, c'est elle qui me regarde, pour qu'après les spectateurs, on l'espère, y croient. J'imagine que vous n'avez pas été déçue. Moi, je suis une grande fan de son travail et d'elle dans la vie, donc... Alors peut-être un mot d'explication sur le titre, qui est un peu simpliste, je dirais, à vendre, mais en fait, le rôle que vous incarnez fait commerce de son corps, mais un petit peu pour se protéger. Oui, c'est l'histoire de gens qui se posent des questions sur est-ce qu'on vend son corps, est-ce qu'on vend son âme. Tout le monde est à vendre dans le film et dans la vie aussi, à mon avis. Et d'amour, il en est beaucoup question dans le film, mais on a l'impression qu'il faut savoir se perdre et prendre énormément de risques. Elle en prend en tout cas, elle en prend puisqu'elle quitte sa famille, elle se retrouve seule pour parcourir et elle est en quête d'amour, elle veut trouver ce qu'elle est vraiment et donc en se trouvant elle-même, elle va essayer de découvrir l'autre. Quand vous avez lu le scénario, j'ai vu que vous avez dit ce sera comme une noyade, j'irai au fond. Alors le tournage a été difficile, vous avez vraiment touché le fond à quel moment ? En même temps difficile et riche, donc c'est toujours plaisant pour une actrice, mais une noyade dans le sens où il fallait tenir ce personnage. Jamais le matin je me suis dit ah là c'est cool, il y a la scène du café. Pas du tout, c'était un personnage où il fallait risquer quelque chose à chaque séquence, si vous voulez. La solitude par exemple. La solitude, rechercher vraiment la vérité de ça, donc c'est jamais léger de parler de ces thèmes-là. Donc c'était à la fois difficile et une vraie recherche d'actrice. Moi j'adore ça, j'adore ces paris-là. Alors oui, c'est vrai, c'est un pari, j'ai envie de dire un pari réussi en tout cas. Votre carrière semble très prometteuse, en tout cas vous enchaînez plutôt les succès. À votre avis, quels sont vos atouts, en tout cas quels sont les défauts chez vous qui plaisent tant? Peut-être que Laetitia peut répondre également. Oui, ce sera plus facile, moi je ne sais pas trop. Oui, ces défauts créent sa singularité. Je ne sais pas si elle n'a pas non plus énormément de défauts. Moi, je trouve que c'est ses grâces, ses défauts. Mais c'est, je ne sais pas, sa grandeur, sa blondeur. On a l'impression que vous pouvez rentrer dans tous les personnages. Vous avez vu dans des rôles très différents. Mais vous êtes malléable. Je pense que c'est la moindre des choses pour une actrice. Sinon, je ferais autre chose. Mais j'espère que mon physique, c'est vrai, ou ma présence comme ça, qui est peut-être pas classique, je dirais, mais c'est ma force en même temps. J'ai l'impression que je peux naviguer entre les époques, entre les genres, entre les univers de réalisateurs comme ça. C'est ce que je recherche. Une dernière question, on vous dit très douée pour le bonheur, c'est vrai? Vous êtes une gourmande de la vie? Je suis vivante et heureuse d'être vivante et je sais que c'est court, je sais que c'est pas long, enfin le temps est compté quoi, donc j'en profite. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Au championnat d'athlétisme, formidable performance des Français. De l'or pour Christine Aron et son équipe, championne du 4x100 mètres. De l'argent pour le 4x100 mètres messieurs et du bronze. Galfionne, 3e à la perche. La France et l'Iran renouent le fil du dialogue avec la visite d'Hubert Védrine à Téhéran. C'est la première fois depuis 7 ans qu'un chef de la diplomatie française se rend en Iran. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet. Je vous retrouverai demain à 13h et à 20h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.